Bonjour et bienvenue dans notre émission dédiée aujourd'hui aux relations de couple, là où les plus belles histoires d'amour rencontrent parfois des défis et des difficultés. Que vous soyez vous-même en couple, en questionnement ou célibataire, cette émission est là pour explorer et apprendre sans tabou, sans langue de bois, sur ce qui peut faire ou défaire une histoire d'amour. Bonjour, je suis Paul Olivier et je vous souhaite la bienvenue dans votre émission Cartes sur table. Dans cette émission, nous allons plonger ensemble dans la réalité, les doutes et les épreuves que traversent de nombreux couples. Pourquoi les conflits surviennent-ils? Comment trouver des solutions et à quel moment faut-il envisager de consulter? Nous allons recevoir des avis d'experts et des outils pour mieux comprendre ce qui se passe parfois derrière les apparences d'une relation. Pour cela, nous avons la joie d'accueillir sur notre plateau deux invités. Bonjour Véronique. Bonjour Olivier. On est vraiment super content de t'accueillir. Tu es conseillère conjugale et familiale. Tu accompagnes des couples et des familles en difficulté relationnelle. Tu exerces en libéral, mais aussi également dans un centre hospitalier. Sois la bienvenue. On est vraiment content de t'accueillir et de pouvoir partager ton expérience et puis aussi ton expertise. Merci à vous. Daniel. Bonjour, Olivier, on est bonjour. Très content de te retrouver de nouveau. Merci Daniel en tout cas de nous honorer de ta présence. Tu es pasteur principal de l'église Ligne Métropole à Ouascal et tu accompagnes régulièrement des couples au sein de l'église en tant que conseiller spirituel dans le soutien et l'écoute active auprès des couples qui traversent des périodes de doute et de crise. J'allais te poser la première question, Daniel. Tu as dû à ce jour marier plusieurs centaines de couples, je crois, au cours de ton ministère. Ouais. Avant d'aller plus loin, est-ce que tu peux nous dire comment la Bible définit le couple? Je pense qu'il faut revenir à la base. La base, c'est la Genèse. J'aime revenir à la Genèse parce que c'est là où Dieu établit les lois qui vont perdurer après dans le temps. Jésus va dire, Dieu va dire, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Ça part de là, en fin de compte. Il s'aperçoit, moi il le savait avant, mais il fallait, je pense, que Adam s'en aperçoive lui-même, qu'il ne pouvait pas vivre tout seul. Et Dieu lui dit, je vais te faire une aide semblable à toi. Donc ça, c'est la base du couple. Et je peux dire même que c'est la base de la société, le couple, et la famille, c'est la base de la société également. Puis, comme tu l'as récemment rappelé aussi, pourtant, l'homme avait une relation parfaite avec Dieu, mais il avait besoin aussi d'une aide semblable, c'est ce que dit la Bible. Tout à fait, c'était un enseignement que j'ai partagé quelque temps de cela, où il aurait pu se dire, mais Seigneur, j'ai besoin de personne, j'ai toi. Et quelque part, Dieu lui dit, mais non, ma présence seule ne peut pas te suffire. Je sais que ça chamboule bien des conceptions, mais Dieu nous a créés pour vivre dans un univers social, donc à plus forte raison en couple. Également parce que c'est la base, encore une fois, de la société. C'est la base. J'aime bien cette phrase, Daniel. C'est la base. Merci, Daniel. On voit que les Écritures mettent l'accent sur l'amour, le respect mutuel aussi et l'unité entre les partenaires. Mais force est de constater qu'aujourd'hui, selon les données de l'INSEE, on évalue en moyenne qu'il y a 120 000 divorces par an en France depuis 20 ans. Ce chiffre terrible, au total, 46% des mariages se terminent malheureusement par un divorce. Véronique, je me tourne vers toi. Quelles difficultés majeures rencontrent les couples quand ils viennent te consulter, quand ils viennent te voir? Quelles sont les difficultés qu'ils rencontrent dans leur relation au quotidien? Alors, les problématiques sont très, très diverses. En fait, moi, je me rends compte que le premier motif de consultation, c'est d'abord la communication. Le manque de dialogue, voire la rupture complète de dialogue, tous les non-dits, en fin de compte, qui créent des malentendus, des tensions, des conflits. Et puis ensuite, ce sont des personnes qui s'interrogent sur le fait de continuer ou de se séparer. Et donc, ils viennent chercher des réponses à leurs questions et de la clarté dans leur situation. Ouais, principalement. Ensuite, malheureusement, j'ai beaucoup de cas de relations extra-conjugales, d'infidélité. Et puis, d'autres choses, des épreuves de la vie qui malmènent le couple, comme la maladie, le deuil. Voilà. Des épreuves de la vie qui sont difficiles, qui peuvent mettre en déséquilibre et en porte-à-faux le couple. Bien sûr. Après, plein de choses, en fait, des blessures de la vie, des traumatismes de l'enfance qui ont un impact sur le couple.
Et puis après, la jalousie, le manque de confiance, des attentes différentes qui ne sont pas comprises. Après, ce sont des demandes familiales aussi, puisque je suis conseillère familiale, sur des difficultés éducatives. Ils Quand viennent les enfants chercher, arrivent au sein du couple aussi. c'est ça, ils viennent chercher un soutien, la parentalité. Et puis, ça peut être plein d'autres choses, comme des dépendances, en fait, des addictions à des substances ou à la pornographie. C'est très divers, en fait. Mais on peut venir aussi parce qu'on recherche plus d'harmonie dans son couple. Ouais. Voilà, parce qu'on veut prendre soin de son couple. Ouais, il y a Et aussi, voilà, une on thérapie positive, quoi. on C'est cherche pas des forcément- clés, en Voilà, c'est ça. fait, pour plus d'épanouissement et voilà, retrouver une relation épanouie, vivante, vibrante. Voilà, Chercher à tout ça, l'améliorer. c'est possible. Mm. Tout à fait. On voit, parce que aujourd'hui, on le sait, tous les couples qui se sont mariés devant toi s'aimaient quand ils ont dit oui, soit à la mairie lors du mariage républicain, soit devant l'homme de Dieu, que ce soit à l'église. Comment on peut arriver justement à un moment donné à un manque de dialogue comme ça, où l'amour vient s'effriter et on se retrouve devant presque une personne qui ne ressemble plus à celle qu'on attendait ou qu'on espérait. Ouais, moi, je pense que il faut être hyper intentionnel dans un couple. Ça se construit, quoi. Et j'aime, quand je prêche à des mariages, je leur dis parfois qu'il faut être délivré un peu du syndrome de la petite maison dans la prairie, là. Tout le monde va bien, c'est bucolique, c'est romantique, Charles qui etc. va couper du bois. Voilà, et qui revient, et ça se passe toujours bien, et ça se réconcilie toujours bien. Mais la vraie vie, c'est pas ça, en fin de compte. La vraie vie, c'est il faut travailler pour son couple. Et celui qui n'a pas compris, celui et celle qui n'ont pas compris qu'il fallait être intentionnel dans un couple, qu'il y avait tout à construire et que rien n'était acquis, je pense que c'est un danger, c'est une porte ouverte qu'on laisse pour une détérioration. L'importance des petites attentions, ce que Aussi. tu dis au quotidien, faire Aussi. attention à l'autre. Ça en fait partie. Ouais. Moi, je pense aussi que effectivement, c'est comme un jardin. En fait, ça demande de l'entretien. Et voilà, il faut arroser, désherber, mettre de l'engrais. Et puis il y a des saisons. C'est ça. Cool. Mais ça demande des efforts. Voilà, de l'investissement. Et voilà, c'est très important. Tu parlais tout à l'heure, Véronique, de frustration. Souvent, il y a des attentes qui sont différentes. C'est sûr qu'avant de se marier, on idéalise peut-être la personne qui est en face de nous parce que on vit pas ensemble, on la connaît pas vraiment. Puis comme disait quelqu'un, le jour du mariage, on arrive chacun avec un sac à dos et on sort tous les jours quelque chose que l'autre ne connaît pas. Et des fois, l'autre devient presque quelqu'un d'étranger parce que au fil de la vie ensemble, on découvre une nouvelle personne. Et ça aussi, ça peut être parfois difficile de l'accepter. Oui, c'est de toute façon, voilà, quand on s'engage dans un couple, c'est une grande aventure. C'est passionnant, mais en même temps, c'est complexe. Et c'est très important d'apprendre à connaître le fonctionnement, en fait, de son partenaire. Et c'est vrai que moi, par exemple, je cite souvent un psychologue américain qui s'appelle Gary Chapman, que peut-être vous connaissez sûrement, et qui a édité un ouvrage qui s'appelle Les langages d'amour. Et ce psychologue a identifié 5 langages, en fait, qui sont les moments de qualité, les paroles valorisantes, les attentions ou les cadeaux, les services rendus et quoi d'autre, le toucher, en fait. Côté sensoriel. Voilà, les câlins, les bisous, etc. Parce que c'est important. Voilà. Et en fait, ce qui se passe, ce qui est intéressant dans son approche, c'est qu'il explique que on est tous sensibles à un ou deux langages en particulier, et que finalement, on va l'exprimer à notre partenaire de manière naturelle, voilà, parce que c'est le langage qui nous est familier depuis l'enfance, et on pense en fait qu'il va combler notre partenaire. Or, tout comme voilà, la nature, les plantes ont des besoins différents en eau, en luminosité, en nature de terre. Eh bien, nous aussi, on a des attentes particulières. Et si on ne répond pas à ces attentes, vous voyez, eh bien, on peut créer beaucoup de frustration.
Hmm. Vous voyez, c'est comme une plante. Si elle a besoin de beaucoup d'eau et qu'on lui en donne pas assez, Elle est perturbée dans son équilibre. et voilà, elle sera pas épanouie. Hmm. Et c'est important, en fait, d'arriver à identifier, voilà, le langage de notre partenaire. C'est très important pour ça. Ouais, ouais. Parce qu'il peut se créer des malentendus, en fait. Daniel, tu es aussi médiateur dans ton rôle de pastoral au sein de l'Église, et en cas de conflit sérieux, tu interviens comme médiateur impartial, parce que c'est compliqué d'être impartial dans une relation. Comment encourages-tu et accompagnes-tu des couples en difficulté quand ils viennent et qu'ils exposent parfois des problèmes que tu ne soupçonnais pas? La première chose que je souhaiterais dire, c'est, en tant que pasteur, en fin de compte, on est des généralistes. Et tous les pasteurs sont appelés à recevoir des couples. Et je pense que la première des qualités, c'est reconnaître ses limites en tant que pasteur. Moi, je crois au miracle. Je crois que Dieu est capable de restituer, de reconstituer un couple du jour au lendemain. Mais je sais aussi que il faut aussi parfois beaucoup de temps, beaucoup d'écoute, beaucoup de démarches. C'est pour ça qu'on n'hésite pas à envoyer nos couples aussi vers des gens spécialistes comme Véronique. D'autres, on a quelques personnes sur la métropole lilloise qui exercent aussi. Pour nous, c'est tellement important, parce que je le répète, on est des généralistes. Donc, c'est complexe. Véronique le disait, c'est hyper complexe. Donc, ça, on le reconnaît d'abord en tant que nous, quand on accueille un couple. Deuxièmement, beaucoup d'écoute. Ouais, je pense que c'est beaucoup d'écoute. D'empathie. Voilà, c'est ça. Pas prendre parti. Parce que quand on écoute... impartial. Bah oui, être impartial. Parce que très souvent, les torts sont partagés. Et quand on prend parti, c'est hyper compliqué. Non. Et puis essayer de les conseiller au maximum sur des points qui nous semblent peut-être les plus importants à l'écoute. Et quand on sent qu'on est dépassé, on passe la main à quelqu'un. C'est un investissement, parce que ça se guérit pas en un coup de baguette magique. Et je vais pas voir le pasteur, la petite prière qui va bien. Enfin, excusez-moi de l'expression, mais jamais. Peut-être que sur je sais pas moi, 2%, on va vivre le miracle de Dieu. Des fois, on a vu des choses miraculeuses, mais dans 98% des cas, il faut un suivi. Il faut des gens qui sachent donner les bons conseils, avoir la bonne écoute et les bonnes orientations. Et dans l'Église, je crois qu'il y a toute une équipe aussi de couples pastoraux, des gens aussi, des référents. Oui, il y a des référents, effectivement, qui ont fait aussi des formations pour accompagner, mais eux-mêmes ont leurs propres limites. Et quand ils sentent leurs limites, on oriente vers des professionnels. Ouais. Et généralement, c'est des couples plus jeunes au début de leur relation qui rencontrent ces problèmes-là, ou tu le rencontres je pense que multigénérationnel, quoi. Tout à fait. Ouais. Tout à fait, c'est multigénérationnel. Au début, oui, ça peut arriver. Après, avec l'expérience, l'arrivée du premier enfant, des fois, ça vient bousculer. La retraite aussi, quand un des deux arrive à la retraite. Tiens, qu'est-ce que tu fais là? C'est ça. Ça peut. Bonjour, vous êtes qui? Une caricature, mais c'est ça. Ouais, c'est ça. C'est ça. On occupe les espaces de la maison différemment. Donc non, c'est tout âge. Ouais. On parlait aussi de sensoriel, mais il peut y avoir aussi, au fil des années, peut-être le désir qui s'effrite, peut-être peut-être la lassitude. On parlait tout à l'heure du quotidien, et puis aussi des pertes de moments de qualité. C'est ce que tu disais tout à l'heure. Aujourd'hui, on est dans une société où les deux personnes du couple travaillent, ce qui n'était pas forcément le cas avant. Donc, il y a le poids de la journée, il y a la gestion des enfants aussi. Ça pèse beaucoup aussi dans l'équilibre d'un couple. Oui, bien sûr. C'est le stress professionnel, l'équilibre. On est actif, on a une famille, on court pour l'entretien de la maison, les activités des enfants, et bien souvent le couple on le met en second plan. Le problème, c'est que on fait moins d'efforts pour se plaire, pour se séduire, et le désir il disparaît petit à petit, jusqu'à ce qu'un jour on se rend compte que on devient des colocataires. Ouais, c'est ça. En fait, on devient étranger sous le même toit. Et si un jour les enfants s'envolent du nid, on se dit mais finalement qu'est-ce qu'on partage encore? Et ces moments d'intimité, de relations qui sont précieuses, est-ce que tu as des petites
des modèles de pouvoir dire, voilà, on réserve une soirée pour nous deux, une soirée restaurant, une soirée cinéma, une fois par trimestre, on essaie de partir, voilà, des petites astuces pour pouvoir justement donner des... Alors moi, je dis toujours, l'idéal, c'est au moins un quart d'heure par jour. Alors souvent, les couples, ils se disent, ben finalement, une fois que les enfants sont couchés, il est déjà tard, souvent 21h30. Et voilà, je leur dis, ben écoutez, prenez ce temps. La fatigue fait que... Prenez ce temps, un quart d'heure, de se reconnecter vraiment, de se poser des questions. Comment s'est passée ta journée? Quelles ont été tes joies, tes difficultés? Comment je peux te soutenir? C'est très important, en fait, de montrer que l'autre compte pour nous et qu'on s'intéresse à sa vie. Parce que c'est vraiment ça, en fait, qui est la clé pour se reconnecter, c'est de montrer que l'autre a du prix à nos yeux et on s'intéresse toujours même si on a un partenaire qui est très taiseux, qui va peu communiquer, ce qui arrive des fois, on dit ça va, oui, ça a été, mais va plus loin que la personne, elle sait pas exprimer. Ça, je le rencontre souvent. Tout ça, c'est compliqué. Je le rencontre souvent dans des familles de taiseux, comme tu dis, où on a été conditionné finalement à ne pas parler parce que dans la famille c'était comme ça, on devait se taire en tant qu'enfant. T'en parlais tout à l'heure des héritages et justement de ce qu'on hérite aussi de ce qu'on a vu de nos propres parents des fois. Mais l'éducation finalement c'est donner un modèle en fait de vie aux enfants et en fait il y a des apprentissages dans l'éducation, mais aussi dans tous les domaines de la vie. En fait, les enfants nous observent et répètent ce qu'ils ont vu simplement. Donc, on est dans la répétition inconsciente de ce qu'on a observé. Il y a aussi t'en parlais peut-être brièvement tout à l'heure, le problème de la gestion des finances aussi. Des fois, c'est que l'argent peut être un vrai conflit. Je sais qu'une fois, Daniel t'en a parlé dans une prédication. Ça peut être un vrai conflit au sein d'un couple, la partie financière, comment on gère les dépenses de chacun. Est-ce que là aussi, des fois, tu envoies vers un conseiller qui va plus financière, comment gérer l'argent aussi, c'est important. Aujourd'hui, ça une place. Oui. Après, il y a différents régimes matrimoniaux, on le sait, c'est un choix du couple lors du mariage. Si c'est un choix de compte séparé ou compte joint, ça influence beaucoup aussi dans le quotidien, dans les dépenses du quotidien. Donc ça, chaque cas est particulier, en fait. Mais... Et de mettre ça en commun, toute la vie qui devient quelque chose de commun et à gérer les comptes communs, des fois, c'est souvent aussi source de disputes et d'incompréhension. Oui, mais après, ça aussi, c'est quelle vision on a. Et je trouve que lors des temps de fiançailles, comme on disait, il y en a moins aujourd'hui, des temps de fiançailles, mais c'est apprendre à se connaître et quelle est ma vision des choses aussi dans la gestion financière. C'est important, avant de s'engager, d'apprendre à se connaître dans ce domaine. Daniel, on parlait des périodes des fiançailles. On sait que souvent, ces périodes peuvent durer longtemps. Je connais des couples qui ont été 7-8 ans fiancés. Est-ce qu'au sein de l'Église aussi, il y a des préparations au mariage et quelle est l'importance de ces préparations pour un jeune couple qui veut s'engager dans le mariage? Oui, effectivement, il y a des préparations au mariage. Fut un temps, c'était Sam et Sommer qui encadrait cela. Aujourd'hui, nous avons un autre couple en la personne de Daniel et Annick. C'est extrêmement important parce que il y a tout à découvrir et vaut mieux le découvrir avant. Après, c'est des conseils, c'est des pistes qu'on donne. C'est des armes quelque part des outils qu'on communique. Est-ce que des armes, ça me fait penser un peu au duel. Des outils, c'est mieux, c'est plus. Oui, tout à fait, c'est nécessaire. Moi, j'encourage effectivement chacun à faire cette préparation, mais ça n'empêche pas aussi le dialogue avant, aussi entre le couple, le futur couple, de dire on met à plat tout, parce qu'on vient tous d'une culture différente. L'arrière-plan. Le modèle familial n'est jamais le même. Et c'est important d'en parler. Comment tu envisages effectivement les finances, comment tu envisages après le travail, les enfants, etc. Et vous abordez tous ces items lors des préparations au mariage? Oui, il y a quelques items effectivement qui abordent, mais rien ne remplacera le fait de discuter tous les deux ensemble. Le couple discute ensemble de tous ces points-là. Moi, je pense que c'est important. Et ça revient à ce que tu disais, Véronique, la carence de communication, en fin de compte. Il faut d'abord aussi l'avoir avant.
et après pendant, parce que c'est une habitude qu'on se donne, j'ai remarqué effectivement que le problème de communication était extrêmement important, quoi. Tu parlais tout à l'heure du virage, l'arrivée du premier enfant. Les enfants, généralement, où la maman, hein, je parle de la maman, devient plus maman qu'épouse. Et des fois, ça peut ça peut occasionner aussi un conflit. Et des fois, l'homme qui se sent un petit peu en retrait par rapport à ce nouveau couple hein, qui se crée. Aussi, est-ce que tu rencontres souvent aussi des hommes qui se disent, bah voilà, depuis l'arrivée de mon enfant, bah, mon épouse s'occupe plus de mes enfants que moi. Il y a cette frustration aussi. Là, tu le rencontres souvent, ça aussi. Oui, ça arrive, hein. C'est voilà l'instinct maternel. Et effectivement, l'homme peut chercher sa place en fait dans cette triade du coup. C'est pas simple en fait, hein, parce que quand c'est la première fois qu'on devient maman, on a beaucoup de doutes et on se pose plein de questions, on n'est pas sûr de soi. Et c'est pas simple en fait. On essaye des choses, on tâtonne et ça demande encore une fois beaucoup de communication dans le couple. Et aussi, je constate que il y a beaucoup de difficultés par rapport aux pleurs des bébés aussi la nuit, qui peuvent pleurer longtemps. Et ça met à mal en fait le couple parce que voilà, on dort pas pendant des mois. Et au bout d'un moment, voilà, on est démunis en fait. On est démunis et c'est important d'aller chercher des conseils. J'aimerais aussi qu'on aborde le problème, la problématique souvent des blessures du passé. Nos déceptions sentimentales qui ont des répercussions sur notre vie future ou notre vie de couple aussi. Il faut savoir aussi guérir du passé. C'est important avant de créer une nouvelle relation peut-être. Oui, ça c'est très important. J'ai même envie de dire de se prendre le temps du deuil en fait. Après la rupture, parce que on n'est pas disponible affectivement, voilà, pour entamer une nouvelle relation. Et souvent, malheureusement, quand on précipite les choses parce qu'on est en manque d'affection, on recherche quelqu'un. On peut pas être seul, on a du mal à être seul. Voilà, c'est ça. On a besoin, et puis aussi, quelquefois, on a envie de se prouver qu'on peut encore séduire, parce que, effectivement, c'était une blessure narcissique, hein, la rupture, et on se précipite un peu, et c'est dommage parce que souvent, en fait, quand c'est trop précipité, eh bien, il y a une seconde rupture qui arrive très vite, parce que c'est finalement une relation tampon, finalement, une relation pansement. Ouais, exactement, tout à fait. Ouais. Et c'est important de respecter ce temps de deuil pour être à nouveau disponible, voilà, dans son cœur et ouais. Effectivement. La particularité, en plus de ton rôle de conseiller conjugal et familial, c'est que tu es aussi chrétienne. Tu es maman de 3 enfants maintenant qui sont grands. Donc toi aussi, tu as pu tirer... puis tu es devenu aussi, et je pense aussi, comme Daniel, des couples référents. Et ça, c'est important d'avoir aussi une image de couple. Aujourd'hui, c'est tellement galvaudé. On voit à la télévision, hein, on en parlait, cette émission Marié au premier regard. Hein. Donc je regarde cette émission, c'est incroyable de se dire voilà que des inconnus se mettent ensemble sur des probabilités. C'est important aussi d'avoir des couples référents, des gens qui nous donnent envie de vivre en couple. Et je pense que toi et Patricia, Daniel, vous faites partie de ces modèles-là aussi. C'est important de... Ouais, merci déjà pour le compliment. Mais je pense aussi que c'est important de créer une culture un peu de vulnérabilité. Parce que des fois, on s'imagine que les couples, ça fonctionne bien et tout. Moi, il y a un couple qui m'a impressionné, c'est celui de Billy Graham. Ils sont décédés tout de suite, Billy Graham et Ruth Graham. Et un jour, on est allé interviewer Ruth Graham. Et on lui dit, est-ce que vous avez déjà pensé au divorce? Et Ruth a répondu, c'était formidable, elle a dit, au divorce jamais, mais au meurtre régulièrement. Et je trouve que venant de ces couples comme ça, un peu emblématiques, des couples qu'on regarde comme ça, je trouve que c'est formidable. Voilà, parce que on peut s'identifier à parce que travers cet humour. Là, on retire le vernis, on retire tout. La vulnérabilité, elle est partout, en fin de compte. Même dans les couples en vue, il faut pas croire que les couples en vue n'ont pas de problème, ils n'ont pas des choses à régler, qu'il n'y a pas de conflit, que parfois dans la maison, ça crie pas plus haut que l'autre. Si, ça arrive. Tous ces couples sont humains, quoi. Mais c'est important de voir, parce que sinon, on met le standard un peu trop haut et on pense que c'est inatteignable, quoi. Ouais. C'est ça. Ouais. C'est ça. Moi, j'aime bien cette notion de vulnérabilité aussi dans la communication.
parce que en fait avec son partenaire, des fois, on n'ose pas montrer sa vulnérabilité et oser dire que oui, on a des faiblesses, que on a été blessé. Et en fait, c'est justement dans cette franchise-là, cette sincérité-là, que l'autre, il comprend que lui aussi, il peut se montrer vulnérable et qu'il peut se trouver dans une relation de sécurité, voilà, parce que l'autre est à l'écoute. Alors qu'on pourrait penser que la vulnérabilité, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il va penser un petit peu côté macho de l'homme, mais un homme peut pleurer, peut dire aussi ses émotions, il faut un niveau de confiance aussi. C'est une émotion, voilà, c'est juste une réaction passagère et voilà. Mais le fait de se montrer vulnérable, ça permet à l'autre de nous rejoindre, en fait, dans ce qu'on vit et de mieux se comprendre. Ça, c'est une grande Dis-moi clé. ce que tu vis et je te dirai ce que je vis, quoi. C'est un peu ça. Et puis d'être dans l'humilité. Et à deux, voilà, un couple, ce sont deux personnes qui se soutiennent, voilà, qui sont solidaires, qui s'unissent. En fait, on forme une équipe. Voilà. Et le problème n'est pas quelque chose qui doit nous séparer, voilà, entre nous, mais on décide de le placer devant nous et on unit nos forces et ensemble, voilà, on va surmonter cet obstacle, on va la dépasser et on deviendra plus fort. Quelqu'un a donné sa définition de la famille. Il a dit la famille, c'est une bande de pêcheurs qui vit sous le même toit. Je pense que c'est important. Faut jamais oublier ça, effectivement. Et ça, on laisse de côté les vernis, on laisse de côté les masques. Et puis on est authentique, effectivement, authentique dans sa relation avec l'autre. Ouais, ça m'a blessé ce que tu m'as dit, ou vice versa, etc. Et je crois que savoir dire, là tu m'as blessé, voilà, j'ai mal. Ça m'a fait mal. Ça fait rejaillir peut-être une blessure ancienne. Voilà, ça m'a déstabilisé, ou alors t'as touché un point sensible. Est-ce qu'on peut aller plus loin? Ça, c'est important. Et quelqu'un disait, à juste titre, quelqu'un que j'aime beaucoup, qui disait que l'amour n'était pas une faiblesse, c'était une force. Et oui. Et je pense que ça aussi, quand on construit, j'ai aussi la chance de vivre cet épanouissement. C'est tellement merveilleux, c'est tellement une force. Tu disais la définition du couple, tellement. Et puis on sait aussi que une église, une communauté est forte par ses couples. Hein. Avant, on inversait un peu les choses. On se disait une église forte fait des couples forts. Je pense que ça, c'est la première cellule où l'homme est un peu le pasteur de la maison et doit gérer aussi sa maison. C'est aussi et en plus c'est son couple encore plus. C'est intéressant tout ça. N'est-ce pas? Voilà. On va devoir malheureusement se quitter. On n'a pas pu aborder tous les thèmes, mais en tout cas, Véronique, merci parce que son profil est quand même atypique. Et merci en tout cas de ta simplicité avec laquelle tu as abordé les sujets. On va laisser les coordonnées de Véronique en bas de l'écran ou dans les commentaires pour que vous puissiez éventuellement bien faire appel à elle. Tu m'as dit quelque chose qui m'a beaucoup touché. En aparté, tu m'as dit qu'à chaque fois que tu rencontrais un couple, qu'il soit chrétien ou pas, tu te mettais dans la prière pour savoir comment il fallait répondre aux difficultés que tu allais rencontrer. Et je trouve ça quand même unique. En tout cas, encourageant de voir cette double thérapie qui peut être des professionnels comme la tienne et justement ton côté expert avec cette bienveillance, cette partialité des conseils d'un pasteur. On va se retrouver avec Daniel en vis-à-vis pour 2 dernières questions. Véronique, encore un grand merci. Merci à vous. Et à très bientôt. Merci. Au revoir, à bientôt. Au revoir. Daniel, merci d'être resté encore quelques minutes avec nous. Pour conclure cette émission, on va avoir une conclusion pastorale. Je voudrais te poser 2 questions. La première, c'est parfois compliqué et tabou de partager ces difficultés conjugales. On peut craindre le jugement ou l'incompréhension, c'est très tabou et on a peur en tant que responsable ou membre de la communauté, de venir te voir en disant comment il va le prendre ou comment je vais être perçu. Est-ce que tu peux mettre à l'aise justement les couples qui sont en difficulté et qui hésitent encore à venir vous rencontrer pour avoir un conseil avant tout conjugal et pastoral? On parlait à l'instant que dans le couple, c'était important de développer une culture de vulnérabilité,
tu le sais, tu entends mes enseignements, on a créé et on crée et on développe encore, y compris dans l'Église, cette même culture parce que pour moi, elle est indispensable. Elle est indispensable pour les couples, mais elle est indispensable pour tous les sujets. Régulièrement, il y a des personnes qui sont capables aujourd'hui, et franchement, ça me fait du bien de voir qu'ils ont cette liberté de venir voir un pasteur ou moi-même en disant voilà mon combat. Parfois, c'est des combats qu'on n'oserait peut-être pas confier à n'importe qui, mais ils viennent nous voir parce qu'ils savent qu'ils ne vont pas être jugés, ils savent qu'ils vont être écoutés, ils savent qu'ils vont pas forcément être excusés, mais qu'on va leur donner les outils pour avancer et progresser et remporter des victoires dans ce domaine-là. Et régulièrement, ça peut être des chefs de service, ça peut être des gens qui ont la liberté de venir nous voir pour nous parler de leur combat. Et quand je vis cela, je me dis Seigneur, merci, parce que on a réussi. Il y a encore des progrès à faire. On a réussi à établir dans l'Église cette culture de vulnérabilité. Et de la même façon, il faut que les couples aient également cette liberté de venir nous voir. Il n'y a pas de jugement. On a dit à l'instant que le couple parfait, ça n'existe pas, que forcément dans tous les couples, il y a des hauts, il y a des bas, il y a des malentendus, il y a des crises, etc. Donc, ne pas tarder, parce qu'effectivement, plus on tarde parfois, plus c'est compliqué. Non, il faut vraiment que il y ait cette grande liberté de venir parler de ces soucis de couple, parce que ce sont des gens normaux, donc forcément, il y a des problèmes de couple. C'est important aussi de lever le voile, Oui. de dire voilà, tant pis, il faut qu'on crève l'abcès, et puis il faut qu'on en parle. Déjà en parler, c'est une thérapie. Tout à fait. De pouvoir exposer, mais il faut aussi la multiplicité aussi de conseiller. C'est des fois dangereux aussi de parler de sa situation et d'avoir de multiples avis. Après, on sait plus tellement ce qu'il faut faire et alors, il peut y avoir dans notre entourage des amis qui ont un jugement, un regard, un conseil judicieux, et c'est important. Mais parfois, on s'aperçoit que c'est pas toujours le cas, quoi. Donc peut-être éviter de peut-être chercher à droite et à gauche des conseils qui seront parfois diamétralement opposés, qui vont nous mettre dans la confusion, etc. Parce qu'on n'a pas tous les mêmes points de repère non plus, on vit pas les mêmes choses. Donc vaut mieux aller voir des gens, des personnes de confiance, confiance. Puis ça va rester. On a peur que ça s'ébruite aussi. Déjà, ça c'est important. Des fois, c'est même le couple qui l'ébruite plus vite que ceux qui ont entendu parler de la situation. Tout à fait. Donc ça, c'est important. La deuxième question, on a évoqué lors de cette émission des situations de crise qui mènent parfois à l'inéluctable. Mais pour finir de façon optimiste, cette émission, on en a parlé avec Véronique tout à l'heure, tu as sans doute aussi observé de vrais miracles dans la vie de certains couples qui sont passés d'une vraie crise conjugale à une restauration complète, sans citer de nom. Est-ce qu'il y a vraiment, tu as des beaux témoignages de gens qui sont passés pour donner de l'espérance à ceux qui passent, après une thérapie, après un suivi, après une relation d'aide? Est-ce que tu as vu souvent des couples complètement restaurés, guéris? Oui, il y a de l'échec. Il faut le dire aussi, ça fait partie de l'authenticité. Il faut l'avouer, en tant que pasteur, il y a pas 100% de réussite, mais il y a des beaux exemples effectivement de restauration, de relèvement, et puis d'harmonie retrouvée, de sentiments renouvelés. Et c'est important de le dire, c'est une réalité en plus. Le Seigneur peut restaurer les sentiments, mais jusque-là, corps, âme, esprit, être... On l'a vu également, effectivement, même parfois après des fautes graves. Ouais. Moi, je prêche toujours aux personnes, je conseille toujours le pardon. Il y a une puissance extraordinaire dans le pardon. Et j'encouragerai toujours le pardon parce que le pardon permet la restauration, en fin de compte. Et oui, il y a des beaux exemples dans l'église ou ailleurs que j'ai pu savoir. J'ai même vécu des remariages, des gens qui s'étaient divorcés et remariés ensemble. Pourquoi il n'y a jamais de cause perdue? Tout à fait. Puis le Seigneur restaure. Et puis, eh bien, sur cette conclusion remplie d'espérance, on va se quitter. J'espère que vous avez pris autant de plaisir à regarder cette émission qu'à l'écouter, parce qu'on peut l'écouter aussi en podcast, que nous avons pris à la réaliser. Si vous souhaitez réagir à cette émission, laissez-nous un commentaire au mail que vous découvrez en bas de votre écran, ainsi que les coordonnées de Véronique, si vous souhaitez la contacter. Et n'oubliez pas, dans cette émission, nous prenons le parti de parler vrai, sans tabou, sans langue de bois, et de toujours mettre
Carte sur table.